Coucou! Épisode 3 du guide pour les développeurs et intégrateurs web. Dans cette vidéo qui m'a coûté plus de 50 heures de montage, on va parler de culture web en concentré, et plus exactement des types d'hébergements mutualisés, dédiés, VPS, des noms de domaine, des protocoles, DNS, FTP, SFTP, FTPS, SSH, bref, toutes ces choses qui vont vous faire passer de simples développeurs à gourous du web en à peine 20 minutes. Alors, accrochez-vous parce que ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à cliquer sur les chapitres qui vous intéressent dans la vidéo et à me coller un petit pouce bleu pour mes 50 heures de montage. Bon visionnage. Connaître le web. L'intégrateur web, il construit son site avec du HTML, du CSS et un peu de JavaScript. Mais une fois qu'il a fait ça, il faut bien qu'il diffuse son site pour les gens. Et là, c'est pas du tout la même histoire parce qu'on touche plus du tout à du développement. C'est plutôt de la technique et de la configuration web. Pour pouvoir partager votre site, vous pourriez demander à des connaissances de le faire pour vous, comme ça, vous n'auriez pas à y toucher vous-même. Mais même si vous connaissez du monde qui peut faire ce travail pour vous, un jour, vous serez forcé de mettre les mains dans le cambouis. Alors vous pouvez toujours vous plaindre comme quoi la configuration d'hébergement, c'est pas votre spécialité. Et vous avez raison, mais la spécialité, ça fonctionne si vous travaillez dans une grosse boîte où tout est très bien organisé et que les équipes s'entendent très bien entre elles. Autant vous dire que ça ne court pas les rues. Quand vous travaillez en tant que freelance avec des artisans, des TPE ou même des petites startups pour développer un site web, vous n'allez pas à la fin de votre mission leur dire « maintenant tu te débrouilles, c'est ton site web, c'est à toi de le mettre en ligne ». Non, ça va être assez compliqué de rester dans votre zone de confort. Je veux dire par là que vous êtes le seul intermédiaire entre votre client et son site web. Il y a un minimum de professionnalisme à tenir si vous voulez maintenir une relation de confiance. Votre client va forcément vous demander une assistance. Donc c'est important, j'ai envie de dire, et c'est même vital d'avoir cette culture derrière. Ça vous servira toujours de toute façon, que ce soit pour vous ou pour les autres, il faudra un jour que vous mettiez un site en ligne par vous-même. Bon, on est parti pour l'hébergement web. Hébergement web. Quand votre site est terminé, comme je le disais, vous voudrez forcément le partager au reste du monde. Et c'est normal. Sinon, c'est bizarre. En général, on parle de mettre en ligne un site web. Mais cette expression n'est pas très parlante sur ce qui se passe derrière. En théorie, pour partager un site, on pourrait l'héberger depuis chez soi. Est-ce que c'est envisageable? Je dirais oui et non. Oui, parce que c'est une solution qui nous coûterait quasiment rien, et qu'en plus, avec un peu d'entraînement, c'est à la portée de tout le monde. Mais non, parce qu'il faudrait déjà un ordinateur allumé 24 heures sur 24, et celui-ci ne serait pas forcément optimisé pour ça. Bonjour l'écologie. En plus, il faudrait que cet ordinateur soit très bien configuré et sécurisé, parce qu'on ouvre un accès direct au monde extérieur quand même. Et ça demande des compétences en sécurité informatique qui sont loin d'être négligeables. Bref, l'hébergement maison, c'est pas forcément une solution sérieuse. Encore moins quand on débute. Rien que pour le point de la sécurité, si vous subissez une attaque, c'est directement votre réseau privé qui risque d'être corrompu. En plus, vous risquez des vols de données, des demandes de rançon par cryptage de fichiers, et même de l'espionnage avec votre propre webcam. C'est chaud quand même. Enfin, je veux pas vous faire peur, mais en tant que débutant, faut quand même savoir où vous mettez les pieds. Bref, l'hébergement maison, c'est possible en théorie, mais c'est loin d'être l'idéal. Hébergement professionnel. Pour partager votre site web en ligne, il existe des solutions plus sérieuses. Des sociétés spécialisées dans l'hébergement qui font le taf et qui le font bien. Comme par exemple, avec quelques recherches sur le web, on se rend compte qu'il y a un nombre incroyable d'offres d'hébergement disponibles. La plupart des solutions sont payantes, ça c'est sûr. Il faut quand même bien payer ces entreprises. Elles vous fournissent un espace avec de la bande passante et tout ça quasiment préconfiguré. Mais on trouve aussi des solutions gratuites, avec certaines contreparties bien sûr. Mais c'est quand même gratuit. Souvent on se retrouve avec des publicités sur son site. Parfois il y a des exceptions, mais en général, c'est pas fameux. En plus de ça, on se retrouve avec des configurations très hermétiques. C'est-à-dire que vous ne pourrez peut-être pas configurer une adresse de site web customisée ou des trucs dans le genre. Si vous voulez vous entraîner, ce que je vous propose, c'est de prendre une solution d'hébergement sans engagement, la moins chère possible, et ce, pour un mois. Vu comme ça paraît assez incongru comme proposition. Mais en réalité, pour par exemple 1 euro, voire 2 €, vous allez pouvoir vous faire la main sur une configuration réelle de site web. Et franchement, 2 €, c'est pas l'investissement du siècle, et ça vous apporte beaucoup. Pourquoi? Parce que vous allez pratiquer avant même d'être confronté au problème, et ça c'est toujours mieux que d'avoir une idée sur à peu près ce qu'il faut faire, mais sans être sûr derrière des tâches à réaliser. Mais je déconne pas, quand un client va vous demander de l'aide sur ce genre de problème, et ça arrivera, soyez-en sûrs, vous allez être bien plus crédible parce que vous l'aurez déjà fait. Mais pour en arriver là, il faut déjà savoir choisir son hébergement. Suivant. 3 types d'hébergement. La première galère quand on veut lancer un site en ligne, c'est de devoir choisir un hébergeur. Vous allez tomber en général sur 3 types d'hébergement. L'hébergement mutualisé, le dédié et le VPS. Je vous explique ça brièvement pour que vous compreniez la différence. Le mutualisé. C'est souvent la solution la plus basique et la plus fréquente. Globalement, votre hébergeur va vous offrir un espace de stockage où vous pouvez glisser vos fichiers HTML et PHP. Pour ce qui est de l'installation de votre serveur, base de données, support de langage, de programmation, tout ça c'est géré par votre hébergeur.
contrepartie, votre espace, isolé, certes, sera hébergé avec d'autres clients sur un même ordinateur. C'est du partage de ressources, pur et simple. Alors, si un client abuse du processeur ou de la bande passante, c'est les autres clients qui en subissent les conséquences. Jusqu'à ce que l'hébergeur intervienne, bien entendu. Les avantages. Si vous travaillez avec un petit client, c'est souvent la meilleure solution pour leur permettre de garder une certaine indépendance sur la gestion de leur site. Si c'est pour vous, c'est un très bon compromis si vous n'avez pas le temps ou les connaissances pour configurer vous-même un serveur. En plus de ça, les hébergements mutualisés font partie des offres les moins chères du marché. Inconvénient. Vous serez forcément limité en ressources et en configuration. Par exemple, vous pourriez être limité en nombre de sites que vous voulez héberger sur votre espace. Vous pourriez être aussi limité à une seule base de données, qui elle-même serait limitée à un certain nombre de données, sans compter sur les limitations de performance. Malgré les messages marketing alléchants, comme la bande passante illimitée, le processeur surpuissant, enfin j'en passe, je vous assure que si votre site consomme beaucoup de ressources pendant une longue période, que ce soit de la puissance de calcul ou du téléchargement, même légal, votre hébergeur va vous contacter avec un mail plutôt sympa pour vous rappeler à l'ordre. Le serveur dédié. Le serveur dédié, c'est un ordinateur entièrement réservé par vous et pour vous. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez sur un serveur dédié, comme lui faire des calculs 24 heures sur 24, installer un nombre illimité de sites web ou de bases de données. La seule limite sera la performance de votre serveur. Au contraire d'un hébergeur mutualisé, par contre, rien n'est configuré. Les serveurs dédiés sont plutôt destinés à des projets matures, qui ont traversé le temps avec un besoin d'évolution. À la commande d'un dédié, vous êtes lâché dès l'installation de l'OS. Et même après l'installation, vous aurez affaire à 95% du temps à une console en ligne de commande pour configurer votre attirail de guerre. Les serveurs dédiés ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour un débutant, et ils nécessitent des connaissances avancées en administration système et en sécurité. Les avantages. C'est une solution puissante pour des projets ambitieux. Un serveur dédié sera toujours plus robuste qu'un hébergement mutualisé. Vous avez une liberté totale, vous pouvez installer n'importe quelle technologie sur votre site web, mais vous pouvez aussi transformer votre serveur en station multimédia, Microsoft Office à distance, voire même une plateforme de téléchargement douteuse. Ça, c'est vous que ça regarde. Les inconvénients. Un serveur dédié va vous demander des connaissances poussées en administration système, parce que vous devrez installer et configurer à partir de la console. Si vous débutez dans le développement web, fuyez, vous n'avez rien à faire là. Un serveur dédié va vous amener de nouveaux problèmes, comme la configuration du hardware, tout ce qui est matériel, disque dur, réseau, RAM, et du software, par exemple la mise à jour des logiciels système de votre serveur web. Avec un tel serveur, votre client sera complètement dépendant de vous. Ça peut être la stratégie, mais enfin, faut vraiment que ce soit justifié en vue du projet. Parce que ça vous apporte une charge en plus au niveau de la sécurité, et par suite logique sur la responsabilité. Vous êtes responsable de votre serveur, faut pas l'oublier. S'il arrive quelque chose, comme une intrusion ou même une panne disque, eh bien c'est à vous de mettre en place des stratégies pour limiter et réparer les dégâts le plus vite possible. Ah oui, dernière chose, les serveurs dédiés sont une solution très onéreuse. Bah oui, ça coûte un max. Le VPS. À vrai dire, c'est ma solution préférée. Attention, ça veut pas dire que je vous conseille d'utiliser cette solution. D'ailleurs, aucun choix d'hébergement n'est idéal. Dans tous les cas, les VPS ont comme les autres des avantages et des inconvénients. Un VPS, pour Virtual Private Server, ou serveur privé virtuel en français, c'est un compromis entre hébergement mutualisé et serveur dédié. En gros, c'est un espace virtualisé et isolé des autres clients sur une même machine. Dans cet espace, vous avez quasiment droit de configurer comme bon vous semble votre projet. Alors je dis quasiment parce que à l'installation, vous impose juste une liste de distribution de base, Windows ou Linux, ça dépend, mais bon voilà, pour l'installation du serveur. Les inconvénients. Idem que pour le serveur dédié, il faut avoir un minimum de connaissances dans l'administration de serveurs, la sécurité, et pareil, on a aussi des responsabilités au niveau de ça, parce que avec un VPS, on décide de gérer les choses par nous-mêmes. En fait, plus on prend de liberté sur un service, je parle en matière de configuration, plus on devient responsable des choses qui peuvent en découler. C'est aussi un peu plus long et chronophage à gérer et configurer qu'un hébergement mutualisé. Les avantages. Comme on a affaire à un compromis entre le virtuel et le dédié, on a quand même certains soutiens techniques de l'hébergeur puisque toute la partie matérielle est maintenue par l'hébergeur. Ce qui permet de ne pas avoir à se soucier de restaurer son site en cas de disque dur défaillant ou d'une barrette de RAM qui crame ou d'autres choses. En théorie, votre hébergeur sait faire face à ce genre de situation sans que vous ne vous en rendiez compte. Comme vous êtes cloisonné dans un espace virtuel, votre hébergeur a certainement répliqué votre espace sur un autre disque dur, où vous serez redirigé en cas de panne. Anecdote. Alors une fois il m'est arrivé d'avoir une attaque DDoS, et j'ai même pas remarqué la situation parce que en fait l'hébergeur il m'avait envoyé un email, comme quoi il m'avait placé sur un serveur secondaire, mais en fait il absorbait l'attaque pendant ce temps-là. Les doigts de pied en éventail. Pas terrible.
Autre avantage, avec le temps et l'expérience, un VPS peut devenir un atout redoutable en matière de productivité. Mais oui, comme vous avez quasiment les mêmes libertés que sur un dédié, vous pouvez améliorer votre serveur au point de mettre en place des automatismes, comme des scripts pour diverses tâches. Par exemple, un script de sauvegarde incrémentielle journalière pour le contenu des sites web. Faudrait que je fasse une vidéo dessus, parce qu'il y a pas mal à dire aussi là-dessus. Automatiser l'installation de nouveaux sites web, créer un système de surveillance avec des alertes par email en cas de modification douteuse de fichiers. Enfin, on peut s'amuser énormément sur un serveur. Bon, ça reste des machines, mais parfois on automatise tellement les choses qu'on finit par se demander si ces bestioles-là, elles sont vivantes. Dernier avantage, le prix. Le VPS se situe entre le mutualisé et le dédié. Enfin, beaucoup plus proche du mutualisé quand même. Et donc en mettant votre site sur un hébergement en ligne, vous allez vous rendre compte que c'est pas encore quelque chose de suffisant. On aura accès à votre site par une certaine IP ou une certaine adresse que votre hébergeur va vous donner, mais c'est pas ce que vous voulez vous. Ce que vous voulez, c'est pouvoir héberger votre site à une adresse bien définie. Pour faire ça, il va vous falloir ce qu'on appelle un nom de domaine. Vous savez, c'est ce qui se trouve à la base d'une adresse web. C'est d'ailleurs cette partie qui permet de retenir facilement un site web. Grâce au nom de domaine, les visiteurs se souviennent de vous et peuvent vous retrouver facilement. Alors, les noms de domaine ne sont pas gratuits. C'est comme si vous réserviez un morceau de terrain, virtuel, certes, mais ça reste un espace public que vous vous octroyez pour une période convenue. Ça ressemble à un local commercial, sauf que vous ne pouvez pas l'acheter. Et non. Mais vous pouvez le louer pendant tout le temps que vous le désirez, bien sûr. N'importe qui sur le web, que ce soit un grouillot comme moi, un monstre financier comme Disney, ou même le gouvernement, on est tous au même niveau. Tous louent leur nom de domaine sans pouvoir l'acheter définitivement. Ça fait partie de ce qu'on appelle la neutralité du net. C'est-à-dire qu'on a tous nos chances, on est tous égaux face à un espace qui est virtuel pour le monde entier. En conclusion, un nom de domaine, ça se loue au minimum pour 1 an et au maximum pour 10 ans. Après, il faut pas oublier de renouveler la période. D'ailleurs, des anecdotes pour avoir oublié de renouveler un nom de domaine, croyez-moi, il y en a. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais combien ça va me coûter? Dans l'immédiat, je vous répondrai, ça dépend. Tous les noms de domaine ne sont pas loués au même tarif, ça dépend fortement des extensions utilisées. Vous savez, le fameux morceau à droite du nom de domaine, où on voit le .fr, .com, .org, ou encore de nouvelles extensions comme .code. Ce sont ces fameuses extensions qui vont faire varier les tarifs de votre nom de domaine. Pour un simple test, je vous conseille d'utiliser des extensions à très bas prix. En général, certaines extensions peuvent être en promotion ou vendues à des prix extrêmement bas. Et c'est le cas, alors que je vous parle, de l'extension par exemple .ovh, qui est à 1,99€. Alors non, c'est pas un placement de produit ou une affiliation, de toute façon ils n'en font pas. J'ai vérifié. Donc voilà, pour 2 bucks, vous avez un nom de domaine du genre monsite-bidon.ovh et vous pourrez expérimenter n'importe quoi avec pendant 1 an. Après, ce conseil s'applique uniquement si vous n'avez pas de projet sérieux à lancer. Si vous avez une idée de site qui vous plaît et que vous pensez faire durer dans le temps, là, il faudra plus voir du côté du .fr pour un site destiné à la France ou par exemple du .com pour l'international. Alors, 2 mises en garde là-dessus. La première, c'est que ne vous faites pas avoir. Regardez toujours le tarif de renouvellement qui n'est pas toujours le même que le tarif de lancement de la première année. Et c'est important, surtout si vous pensez faire perdurer votre domaine à travers les années. Vous risquez d'être embêté pour un très long moment. Et deuxième point, attention aux extensions de pays. Parfois, on vous demandera un justificatif de résidence ou une photocopie d'identité pour certifier de votre légitimité à réserver un nom de domaine local. Pour le .com, pas de souci. Par contre, pour le .fr, le .uk ou le .be, on pourrait vous demander de prouver que vous résidez dans ces pays. Alors, je connais pas toutes les règles, mais je sais que pour le .fr, c'est possible. Autre exemple, pour le .gouv, vous pouvez toujours tenter un wistiti.gouv, mais pas sûr que ça passe. C'est quand même vérifié en amont par l'AFNIC, Association française pour le nommage internet en coopération. En coopération de quoi, je sais pas. Autant dire que c'est pas le même foutoir pour réserver un .gouv. Un P de travers et c'est retour en arrière. Donc si c'est pour un projet réel, autant partir sur du .fr ou du .com. C'est plus cher, on va pas se mentir, entre 8 et 14 € par an, mais c'est quand même plus crédible si vous voulez avoir toutes vos chances sur la route du succès. Alors, une fois que vous avez choisi un nom de domaine, rien ne vous empêche de le louer chez un fournisseur différent que celui de votre hébergeur. Alors dans ce cas, il faudra certainement configurer vous-même le rattachement de votre domaine vers votre hébergeur. Mais parfois c'est avantageux financièrement. Après, si vous voulez éviter coûte que coûte la configuration de nom de domaine, vous pouvez toujours prendre ce qu'on appelle un pack, c'est-à-dire qu'il y a certaines offres d'hébergement qui vous engagent pour 1 an, avec le nom de domaine inclus. En général, c'est bien parce que tout est préconfiguré. Mais n'oubliez pas que dans cette vidéo, on parle de pratiquer. Ça serait quand même plus intéressant d'être confronté à la configuration du bousin.
Les protocoles. Alors, on a choisi notre serveur, notre hébergement mutualisé, on a choisi notre domaine, on a même parlé de faire pointer notre domaine sur notre hébergement. Là, si vous ne connaissiez pas tout ça, vous avez certainement reçu une bonne tartine de culture technique bien grasse autour du web. Et il va falloir digérer assez vite parce qu'on va maintenant discuter des protocoles. Et plus précisément, comme on est dans le web, des protocoles de communication. Les protocoles, ce sont des règles de communication établies pour votre site web. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de communiquer avec un site web et que chaque protocole représente une manière différente de communiquer. On va pas utiliser les mêmes protocoles entre un visiteur qui vient simplement consulter votre site et vous-même qui êtes là pour construire et alimenter le contenu de votre site. On va utiliser des techniques différentes pour communiquer et vous aurez besoin de connaître ces techniques. Protocole DNS. Le premier dont je parlerai, et on l'a déjà vu, mine de rien, c'est le protocole DNS. C'est la technique qui consiste à faire pointer votre nom de domaine vers l'adresse IP de votre hébergement web, grâce à une sorte d'annuaire mondial. En réalité, vous ne ferez que toucher à un écran de configuration créé par l'hébergeur. Bon, finalement, on touche un petit peu, mais on voit pas tout le cambouis qui se cache là-dessous. Comme Chantal. Chantal là-dessous. Bon, au final, quand vous touchez à la configuration de votre nom de domaine, à travers votre hébergeur web, vous touchez au protocole DNS, même si c'est de loin. Je suis en train de faire une vidéo à ce propos d'ailleurs, sur les DNS, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc si elle est disponible, elle devrait peut-être faire une apparition timide avec les fiches, à gauche ou à droite, je sais plus. Bon, là, grossièrement, vous configurez votre machin, vous pointez votre domaine vers votre hébergement, vous attendez un petit peu de temps que votre nouveau pointage de domaine se répercute dans le cache des serveurs DNS dans le monde. Après ça, vous êtes tranquille. Une fois que c'est fait, vous tapez votre nom de domaine et forcément, vous vous retrouvez sur votre hébergement. Et ça, c'est la magie du protocole DNS. Mais il va falloir d'autres protocoles pour pouvoir gérer votre site. Autre protocole. J'ai envie de faire un beau dessin des familles, avec ça vous allez comprendre globalement à quoi ça sert. Alors, on aurait par exemple cette espèce de rectangle représentant votre site web, comme si c'était une bibliothèque, allez, pour l'exemple. Et donc les pages web seraient des livres à emprunter. D'abord, dans cette bibliothèque, vous avez des grandes portes automatiques où les visiteurs peuvent entrer et sortir comme ils le souhaitent. Et tout simplement, consulter et emprunter des bouquins. Et ces portes-là, ces grandes portes automatiques sont des portes grand public, on va dire. Ces portes, dans le monde d'Internet, elles sont représentées par les protocoles HTTP et HTTPS. Le HTTP, c'est quoi? Vulgairement, c'est un protocole qui permet, entre autres, aux navigateurs web, de pouvoir accéder à votre site de manière à afficher simplement aux visiteurs le contenu HTML de votre site. C'est comme ça que ça fonctionne sans entrer dans les détails. Et le HTTPS, donc sa version sécurisée, permet de chiffrer les connexions pour une meilleure sécurité. Si on en revient sur notre bibliothèque, avec des portes HTTPS, aucun visiteur ne pourra voir ce que les autres visiteurs consultent sur le site. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas espionner dans les caddies. Mais ça, c'est encore une autre histoire parce qu'on parle de sécurité. Aujourd'hui, on est poussé à utiliser le HTTPS systématiquement pour n'importe quel site, même si ça n'est pas toujours utile. Et ouais. Même, et en particulier les moteurs de recherche s'y mettent en nous promettant la carotte, c'est-à-dire de remonter dans les recherches si on passe nos sites en HTTPS. Donc c'est un protocole utile à connaître. Et du coup, il faudra aussi apprendre à configurer un site pour le HTTPS. Ensuite, on a des protocoles qui sont un peu plus dirigés vers les créateurs, comme nous, les développeurs. On pourrait représenter ces protocoles par des petites portes localisées à l'arrière de la bibliothèque. Elles sont généralement réservées au staff, enfin ceux qui travaillent dans la bibliothèque, parce que je fais le parallèle, vous voyez. Non, quand même, des fois je me fatigue. Par exemple, pour alimenter votre site ou le mettre à jour en modifiant le code source de vos pages, vous n'allez pas utiliser l'accès HTTP. C'est pas pratique d'aller sur son site en mode visiteur pour modifier la construction des pages. Vous n'aurez pas les droits nécessaires. Non, pour ça, on devrait plutôt utiliser un protocole comme le FTP. Le FTP. Le FTP, pour File Transfer Protocol, ou protocole de transfert de fichiers, en français, ça permet le transfert de fichiers depuis votre PC jusqu'à votre serveur. Pour se connecter à son serveur, on inscrit un login et un mot de passe, sont fournis par l'hébergeur, et une fois connecté, on peut faire glisser les fichiers ou des dossiers directement dans notre site. En fait, votre site est représenté comme un répertoire, et dans ce répertoire, vous pourrez ajouter, supprimer, modifier, ce que bon vous semble. Mais vous ne pouvez pas exécuter de fichiers. Non. Le protocole FTP, il n'est pas prévu pour ça. Le FTP est un protocole de moins en moins utilisé, parce que c'est un protocole qui n'est pas chiffré, n'est pas sécurisé. On pourrait aussi utiliser le FTPS, qui est la version sécurisée du protocole FTP. Mais je sais pas pourquoi, ça n'a pas eu le même succès que le FTP. J'ai l'impression qu'on a zappé cette étape pour passer directement à un autre protocole, d'ailleurs extrêmement important, que je vais vous présenter maintenant. SSH et SFTP. De la même manière que le FTP, ce sont des protocoles très utiles pour les administrateurs et les développeurs, enfin les gérants.
de notre bibliothèque, hein, vous vous souvenez? Et ces protocoles ne sont jamais utilisés par les visiteurs. Il manquerait plus que ça. Vous allez comprendre pourquoi. Le principe est simple pour les deux protocoles. On se connecte avec un login et un mot de passe, et encore plus sécurisé avec un système de clés. Mais cette fois-ci, je vais pas entrer dans les détails, je vais pas me faire piéger. SSH? Pour ce qui est du SSH, ça permet de lancer des commandes à distance. Alors, sur un hébergement mutualisé, c'est pas toujours utile, mais sur un VPS ou sur un serveur dédié, c'est un outil indispensable pour la gestion de votre site. C'est vraiment quelque chose que l'on va utiliser tous les jours. Grâce au SSH, on peut exécuter des choses depuis une console sur notre PC vers le serveur cible. En fait, vous avez accès à la console du serveur. SFTP. Alors, on a aussi le SFTP, rien à voir avec le FTPS. Le SFTP va passer à travers un tunnel SSH pour nous permettre de transférer des fichiers sur notre hébergement. Au niveau de l'utilisation, oui, je vous l'accorde, ça ressemble fortement au FTP. Vous pouvez faire glisser vos fichiers et vos dossiers là où vous voulez. Par contre, derrière, c'est quand même pas le même mécanisme qui tourne. De ce que j'ai vu autour de moi, je dirais que le SFTP est plus utilisé que le FTPS. Peut-être parce qu'on a le sentiment que c'est mieux foutu et que c'est mieux sécurisé. Après, j'ai pas de preuves réelles de ce que j'avance, hein, c'est juste mon expérience personnelle. Mais bon, dans tous les cas, FTP, FTPS, SFTP, SSH, tout ça c'est bien beau, mais pour les utiliser, tout dépendra de ce que votre hébergeur vous propose. Parfois, les mutualisés proposent le SSH et le SFTP, mais c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, ça peut être un facteur à prendre en compte sur le choix de votre hébergement. À méditer. Bon, après il y a aussi le protocole SCP, mais enfin bon, on va pas en parler parce que ça fait déjà beaucoup de contenu et c'est pas forcément utile dans le contexte. Voilà. On aurait pu parler aussi des protocoles concernant les emails, mais ça commence à faire beaucoup d'informations pour une seule vidéo. Fin de cet épisode 3 sur le guide de l'intégrateur web. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite de réussir dans votre parcours. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater l'épisode 4. Bye bye.